fil d'axone qui monte jusqu'en haut du cerveau, et aussi les ramifications de toutes ces structures qui sont sondées par la molécule d'eau et qui sont des structures anatomiques que l'on est incapable de voir lorsque le sujet est mort, parce que ces structures sont des structures dynamiques et qu'elles sont trop fines pour être vues d'une autre manière qu'à l'intérieur de l'organisme. Par ailleurs, la diffusion de l'eau nous permet d'observer des informations qui sont des informations métaboliques sur l'état des tissus. Vous voyez ici le mouvement aléatoire, c'est-à-dire désordonné, que fait la molécule d'eau au cours de ses déplacements. On peut se représenter ce mouvement comme une sorte de marche, la marche d'une personne ivre dans la rue qui marcherait par petits pas autour de son lampadaire d'une manière totalement désordonnée et aléatoire. Supposons que cette personne se trouve dans une rue ou dans un couloir, et elle se cognerait aux parois du couloir au cours de sa marche aléatoire. C'est l'information que nous apporte l'IRM de diffusion. Et en fait, cette marche aléatoire se traduit par la forme d'une courbe, qui est une courbe gaussienne, et qui représente le mouvement de l'eau à l'échelle microscopique. Les différentes couleurs de cette courbe montrent le cheminement de l'eau à travers différents tissus. Et une certaine largeur de cette courbe nous indique le déplacement qu'a effectué l'eau au cours de ses pérégrinations. On s'aperçoit que l'eau se déplace d'une vingtaine de micromètres dans la substance blanche et dans la substance grise. Dans la substance blanche, son déplacement est un peu plus faible, plus restreint et a des propriétés particulières. Et ceci, l'analyse de cette courbe nous permet ensuite d'obtenir ces images qui nous montrent qu'il existe un contraste entre la substance blanche, qui est là, et la substance grise, c'est-à-dire le cortex. On a donc une information anatomique, structurale très précise que nous apporte l'IRM de diffusion et qu'on est capable d'exploiter. En plus de cela, l'imagerie de diffusion nous emmène aussi à détecter certaines maladies. Par exemple, les accidents vasculaires cérébraux résultent de l'obstruction d'un vaisseau et correspondent à l'arrêt de l'oxygénation du cerveau parce que le sang n'arrive plus dans une zone qui est malade. Et cette zone malade, à l'intérieur de cette zone, l'eau se comporte d'une manière différente. En fait, l'IRM de diffusion est sensible au changement du métabolisme des tissus. Et la seule technique d'imagerie qui permet, dans les premières minutes qui suivent un accident vasculaire cérébral, d'en effectuer la détection. Et à ce jour, c'est la seule. Le mécanisme est encore pas très bien compris, mais on sait que ce contraste tout à fait particulier signifie que l'eau, en fait, est dans un état de gel qui évolue vers un état plus visqueux, c'est-à-dire qui ressemble à une sorte de mélasse. Le tissu devient mou et visqueux à la fois, et en fait, il est différent. La structure de l'eau à l'intérieur du tissu sain est différente de la structure qu'elle peut avoir et qu'elle peut sonder à l'intérieur de la zone ischémique. Dans la zone ischémique, c'est-à-dire celle qui est atteinte par l'accident vasculaire cérébral, eh bien, les mouvements de l'eau sont limités, c'est-à-dire que le déplacement de l'eau, le déplacement aléatoire, est plus réduit. Et donc, l'imagerie de diffusion nous permet aussi d'avoir une idée du métabolisme des tissus, c'est-à-dire quelque chose qui semble lié au fonctionnement du tissu et au métabolisme de l'oxygène et du sucre. Voici certains des contrastes que l'on peut observer, toujours sur un cas d'accident vasculaire cérébral, qui nous montrent que l'état de l'eau dans le cerveau est tout à fait différent de l'eau qu'on peut rencontrer tous les jours. L'eau dans cette vasque, par exemple, ou l'eau du robinet. La courbe que je vous ai montrée est en fait
observation des lois d'Einstein pour l'eau, c'est-à-dire une diffusion libre et totalement aléatoire. À l'intérieur des tissus, eh bien, les mouvements de l'eau sont gênés et la courbe est différente. Actuellement, on ne sait pas quelle est la forme de cette courbe, tout ce qu'on sait c'est qu'elle diffère d'une courbe qu'on connaît habituellement pour l'eau libre. Dans le cerveau, au contraire, ce qui se passe, c'est que ces lois ne sont plus respectées. Et l'eau montre un état tout à fait particulier qui signale qu'elle suit et elle sonde les structures microscopiques d'une manière qui est dépendante de ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire de l'énergie des tissus, de la façon qu'a la cellule d'utiliser les sucres, l'oxygène et l'IRM de diffusion, est donc sensible à des structures des tissus, mais aussi à son fonctionnement normal lorsque la cellule utilise ses nutriments. Ici, par exemple, l'imagerie de la diffusion anomale nous montre les différences qui existent entre l'eau libre et l'eau dans les tissus. C'est-à-dire que le comportement de l'eau devient difficilement prévisible et la recherche actuelle ne sait pas exactement comment décrire précisément l'état de l'eau dans les tissus cérébraux. On connaît bien l'eau quand elle est libre, mais par contre, elle demeure encore mystérieuse quand elle est à l'intérieur des tissus. Les cellules elles-mêmes qui modifient les propriétés de la diffusion de l'eau. Regardons l'intérieur d'une cellule du système nerveux. En rouge et en vert, les protéines du cytosquelette, qui sont l'architecture, les câbles qui maintiennent l'intégrité cellulaire. Et autour de la cellule, les membranes qui délimitent l'extérieur de chaque unité non cellulaire. Eh bien, nous pensons que l'eau, lorsqu'elle marche au hasard à travers les structures des cellules, rencontre des obstacles qui sont ces membranes et le cytosquelette, et s'y lie, il les traverse d'une manière qui reste particulière et encore assez peu comprise. Et nous pensons que l'IRM de diffusion, les contrastes que l'on peut observer dans cette imagerie, résultent des propriétés particulières de l'eau à l'intérieur des cellules. On sait que notamment ces cellules sont capables de gonfler, c'est-à-dire de se remplir d'eau lorsqu'elles sont dans certains stades d'activation, notamment lorsque le cerveau pense et lorsque le cerveau est en train de s'activer, lorsqu'il réalise une tâche cognitive. Vous voyez ici par exemple l'activation sanguine, c'est-à-dire l'afflux de sang à l'intérieur du cerveau, lorsque vous pensez lorsque vous regardez un objet de manière consciente. C'est-à-dire que la partie arrière de votre cerveau s'active lorsque vous voyez ces images. Et l'IRM de diffusion, ce sont ces images-là, montrent que, en rouge, l'état de l'eau change légèrement dans la zone du cortex occipital qui est nécessaire à la vision, et donc, d'après certaines hypothèses actuelles, montrerait que l'état de l'eau change légèrement lorsque vous êtes en train de regarder consciemment un spectacle ou une image.
Pour faire ceci, on a mis bien sûr une personne dans les membres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a fait des procédures complexes qui nous ont permis de mesurer ces zones activées par la vision. Et vous voyez ici donc, sur ces images à haute résolution, plus précisément, le cortex qui est activé sur des images de diffusion lorsque vous réalisez une tâche visuelle. C'est-à-dire, ceci représente l'avant du cerveau et ceci représente l'arrière du cerveau, qu'on appelle le lobe occipital, et qui s'active d'une manière tout à fait caractéristique lors de la tâche cognitive liée à la vision.